Bonjour, je suis docteur. En plus de 17 ans de carrière comme médecin, j'ai soigné des milliers de patients et j'ai vu, croyez-moi, pratiquement de tout. J'ai célébré des guérisons qui semblaient impossibles et j'ai accompagné des familles dans leurs moments les plus difficiles. Et toute cette expérience, toutes ces années en première ligne de la santé, m'ont appris une chose que l'on dit presque jamais à voix haute. Parfois, la médecine la plus sage consiste à savoir quand, tout simplement, il ne faut rien faire. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose de très personnel, quelque chose qui va à contre-courant de ce que beaucoup de gens pensent et qui va probablement vous surprendre. Je vais vous révéler les 5 examens médicaux de routine que moi, personnellement, après 70 ans, je ne me ferai jamais. Et je ne le dis pas par caprice ni par négligence. Je le dis avec le poids de 3 décennies de preuves, en ayant vu les conséquences d'une médecine qui parfois, dans son obsession de tout détecter, finit par faire plus de mal que de bien. Ces examens, qu'on nous vend comme le summum de la prévention, peuvent nous entraîner dans une spirale d'anxiété, de procédures invasives et de complications qui nous enlèvent précisément ce que nous valorisons le plus à l'âge d'or, l'indépendance et la qualité de vie. Alors, si vous avez plus de 70 ans, ou si vos parents ou grands-parents ont cet âge, restez avec moi. Je ne vais pas seulement vous dire quels examens éviter, je vais aussi vous expliquer pourquoi, avec des histoires vraies de mes patients et des données scientifiques qui ne laissent aucun doute. Et surtout, je vais vous donner les alternatives, les stratégies les plus sûres, les plus intelligentes et souvent les plus simples pour vraiment prendre soin de votre santé, pour vivre plus longtemps et surtout pour vivre mieux. Il ne s'agit pas d'avoir peur des médecins, il s'agit d'être un patient informé qui prend les rênes. Commençons. Le premier examen de ma liste est peut-être le plus tentant de tous, le scanner corporel complet. On le voit annoncé dans les cliniques haut de gamme, promettant un bilan de la tête aux pieds avec les dernières IRM ou tomodensitométrie. Ça a l'air incroyable, non? Une photo complète de l'intérieur pour attraper n'importe quoi avant que ça ne se manifeste. C'est la promesse du contrôle total, mais la réalité, mes amis, est très différente et souvent dangereuse. Je vous raconte l'histoire de Roberto, un de mes patients, 74 ans, un homme plein de vie. Il jouait au golf, voyageait avec sa femme, profitait de ses petits-enfants. Il était en bonne santé, sans aucun symptôme. Un jour, son fils, avec la meilleure intention du monde, lui a offert pour son anniversaire un bilan exécutif qui incluait un de ses scanners. Roberto y est allé plus pour faire plaisir à son fils que pour autre chose. Et c'est là, exactement là, que ses problèmes ont commencé. Le compte-rendu du scanner est arrivé avec une phrase qui glace le sang. On observe une petite lésion indéterminée de 1,5 cm au rein gauche. Lésion indéterminée. 2 mots qui sont une bombe d'anxiété. Du jour au lendemain, Roberto est passé d'homme sain à patient porteur d'une lésion rénale. Son médecin, comme le veut le protocole, l'a envoyé chez l'urologue. L'urologue, pour se rassurer, a recommandé une biopsie. Une biopsie rénale, ce n'est pas une petite affaire. Ça implique d'enfoncer une longue aiguille dans le dos jusqu'au rein. Il y a des risques, saignement, infection, douleur. Roberto, courageux, a accepté. Le résultat a pris 1 semaine. 1 semaine que lui et sa famille ont vécu dans un état de panique. Et le verdict final, angiomyolipome, une tumeur bénigne, totalement inoffensive, faite de graisse, de muscles et de vaisseaux, qui ne lui aurait jamais causé le moindre problème. Roberto n'a rien gagné, au contraire, il a perdu. Il a perdu la paix, il s'est soumis à une procédure invasive et risquée, et il a provoqué une angoisse terrible à sa famille. Son cas n'est pas une exception. Malheureusement, c'est ce qui arrive le plus souvent.
Et voici la donnée scientifique qui change tout. Les études montrent que jusqu'à 86% des adultes plus âgés, en bonne santé qui font un scanner corporel complet, présentent quelque chose. 86%. La grande majorité de ces quelque chose, comme chez Roberto, sont ce qu'on appelle des incidentalomes, des découvertes fortuites, bénignes, sans importance. Des taches au foie, des kystes aux reins, des nodules aux poumons, des cicatrices du temps qui sont là depuis des années et qui ne deviendront jamais un problème. Le vrai problème, c'est qu'une fois qu'on trouve quelque chose, se déclenche ce qu'on appelle la cascade d'intervention. La découverte crée de l'anxiété. L'anxiété entraîne plus d'examens. Les examens peuvent être invasifs et avoir leurs propres risques. Et tout peut finir par des traitements ou des chirurgies totalement inutiles. Cette boule de neige commence avec un examen qui n'aurait jamais dû être fait. Et en plus, si le scanner est un scanner, TDM, on parle d'une dose de rayonnement considérable qui peut équivaloir à des centaines de radiographies du thorax. Le rayonnement s'accumule et même si le risque d'un seul scanner est faible, il n'est pas nul. Pourquoi prendre ce risque sans bénéfice clair? Alors, quelle est l'alternative intelligente? La réponse ne se trouve pas dans une machine, mais dans quelque chose de beaucoup plus humain. L'évaluation gériatrique globale. Ce n'est pas un simple bilan. C'est une conversation approfondie avec un médecin qui comprend comment nous vieillissons. Au lieu de chasser des fantômes, on se concentre sur ce qui compte vraiment pour la qualité de vie, la fonction. Dans cette évaluation, la première chose qu'on fait est un dépistage de la fragilité. Ce n'est pas une insulte, c'est un concept médical essentiel. On mesure des choses simples comme la vitesse de marche ou la force de préhension. Ces marqueurs prédisent la santé future bien mieux que n'importe quelle image. Si on détecte une fragilité débutante, on peut agir avec de l'exercice et de la nutrition pour la renverser. Ensuite, et c'est crucial, on fait une revue approfondie des médicaments. Il est incroyablement fréquent de voir des personnes âgées prendre 10 pastilles ou plus, prescrites par différents spécialistes. Très souvent, des symptômes comme des vertiges ou de la confusion ne sont pas une nouvelle maladie, mais l'effet secondaire d'une de ces pilules. Nettoyer cette liste peut faire des miracles. Et enfin, on évalue les habitudes de vie, alimentation, sommeil, activité physique et lien social. Ce sont les vrais piliers de la prévention. Une alimentation anti-inflammatoire et de l'exercice régulier préviennent plus de maladies que n'importe quel scanner. Cette évaluation ne crée pas d'anxiété, elle donne du pouvoir. Elle ne cherche pas des problèmes théoriques, elle optimise votre santé réelle. Alors, la prochaine fois que vous verrez une pub promettant une carte complète de votre santé, pensez à Roberto et choisissez la sagesse d'une évaluation centrée sur la personne, pas sur l'image. Le deuxième examen que j'évite comme la peste, c'est l'IRM cérébral de routine pour des oublis légers. C'est le pain quotidien dans mon cabinet. Un patient de 75 ou 80 ans arrive souvent amené par ses enfants parce qu'il oublie le nom d'acteur ou ne se rappelle plus pourquoi il est monté au premier étage. Les typiques petits oublis de l'âge. Il ne se perd pas, il ne se désoriente pas, il gère parfaitement son argent. Mais la peur d'Alzheimer est si forte que la famille exige une IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je veux que vous compreniez ceci. Demander une IRM dans cette situation est presque toujours une très mauvaise idée. C'est ouvrir une boîte de Pandore dont ne sort que de l'anxiété. Je vous présente Martha, 78 ans, une femme brillante, grande lectrice, qui a commencé à remarquer qu'il lui arrivait parfois de chercher le mot « juste ». Sa fille, très inquiète, l'a convaincue de faire une IRM. Le jour où elles ont lu le compte-rendu, le monde de Martha s'est écroulé.
Le radiologue décrivait atrophie corticale diffuse légère, propre à l'âge, et foyer dispersé de gliose dans la substance blanche. Pour un médecin, ce compte-rendu est tout simplement la description d'un cerveau normal de 78 ans. C'est comme dire qu'une personne de cet âge a des rides ou des cheveux blancs. L'atrophie, c'est une légère réduction du volume cérébral normal avec le temps. Les lésions de la substance blanche, ce sont comme de petites cicatrices qui se forment souvent à cause d'une tension artérielle un peu élevée pendant des décennies. Ce sont des constatations attendues. Mais pour Martha et sa fille, ça a sonné comme une condamnation à mort. Atrophie cérébrale, lésion. Elles sont sorties de là, convaincues que l'Alzheimer était imminent. À partir de ce jour, Martha a changé. Elle a commencé à douter d'elle-même. Elle a quitté son club de lecture par peur de ne plus se souvenir d'un nom. L'IRM ne lui a pas donné un diagnostic. Elle lui a volé la confiance en son propre esprit. Et voici la bombe. Dans des études sur des personnes de plus de 75 ans complètement saines, 94% des IRM cérébrales montrent des résultats anormaux, presque toutes. Si on scanne 100 personnes saines de cet âge, 94 sortiront avec un compte-rendu qui peut semer la panique. Le problème, c'est que ces images ne correspondent pas bien à la fonction réelle de la personne. J'ai vu des patients avec des IRM qui ressemblaient à un champ de bataille et une tête ultra vive, et inversement. L'image n'est pas la personne. Et ce qui est pire, le résultat de l'IRM ne change rien au traitement des oublis légers. Il n'existe pas de pilule qui inverse l'atrophie liée à l'âge. Alors, quelle est l'alternative raisonnable ? L'outil le plus précieux est un simple test cognitif de 10 minutes au cabinet. Des tests comme le mini-mental ou le MOKEA. On demande au patient de retenir 3 mots et de dessiner une horloge. C'est simple, rapide, et ça donne une information fonctionnelle extrêmement précieuse. Si le test est normal, on peut rassurer la famille avec un très haut degré de certitude. S'il montre une difficulté, alors on ne s'arrête pas là. On commence ce que j'appelle la chasse aux faux coupables des problèmes de mémoire. Avant de penser à Alzheimer, on élimine une liste de causes fréquentes et surtout réversibles. Revue des médicaments, encore une fois, le principal suspect. Somnifères, anxiolytiques, certains antihistaminiques peuvent causer un brouillard mental. Bilan sanguin. On vérifie la vitamine B12 et la fonction thyroïdienne. Leur carence ou un hypothyroïdisme sont des causes classiques et faciles à corriger. Évaluation de l'humeur. La dépression chez la personne âgée se manifeste souvent par de l'apathie et des troubles de mémoire. La traiter peut rendre la clarté mentale. Qualité du sommeil. L'apnée du sommeil qui coupe l'oxygène au cerveau. La nuit est une cause très sous-estimée des troubles cognitifs. Seulement, après avoir éliminé tout cela, si les tests fonctionnels montrent un déclin progressif, alors une imagerie peut avoir un sens dans le cadre d'un bilan complet. Le message est clair. Face à des oublis légers, ne courez pas vers la machine IRM. Courez vers un médecin qui s'assoit avec vous, qui évalue votre fonction réelle et qui cherche des causes réversibles. Le troisième examen sur ma liste noire est l'épreuve d'effort cardiaque de routine. Je parle de mettre une personne de plus de 70 ans qui se sent bien, sans douleur thoracique ni essoufflement, à courir sur un tapis parce que ça fait partie de l'âge. Cette pratique, bien que très courante, est pleine de problèmes et peut être dangereuse. L'histoire de Javier le montre clairement. 72 ans, actif, jouait au tennis, marchait tous les jours. 0 symptômes cardiaques. Il allait se faire opérer d'une hernie et le protocole de l'hôpital incluait une épreuve d'effort pour tous les plus de 70 ans. Javier ne comprenait pas. S'il pouvait jouer 2 heures au tennis, pourquoi devait-il courir sur un tapis? Mais le protocole est le protocole, n'est-ce pas?
Pendant l'épreuve, Javier a commencé à ressentir une pression dans la poitrine. L'électrocardiogramme a montré des modifications douteuses. Le cardiologue a arrêté le test et, face à un résultat douteux positif, a recommandé l'étape suivante: un cathétérisme cardiaque. Un cathétérisme, c'est invasif. On introduit un tube par une artère jusqu'au cœur pour voir les coronaires. Javier, qui était entré à pied pour un simple test, s'est retrouvé sur une civière pour une procédure cardiaque. Le résultat, ses artères avaient un peu de cholestérol, ce qui est normal à son âge, des obstructions de 30 à 40%, qui ne nécessitaient ni stent ni pontage. Que s'est-il passé? Javier a eu un faux positif. L'épreuve d'effort sur tapis a un taux très élevé de faux positifs chez les personnes âgées. Elle peut donner un résultat anormal pour 1000 raisons qui ne sont pas une obstruction dangereuse. Mais le mal était fait. On a collé à Javier l'étiquette de malade cardiaque. On lui a prescrit un tas de pilules et pire encore, il a pris peur de l'effort. Il a arrêté le tennis. L'examen qui devait le protéger lui a volé sa qualité de vie, sans compter que l'épreuve elle-même peut, dans de rares cas, provoquer une arythmie ou un infarctus. Alors, quelle est l'alternative logique? D'abord et avant tout, écoutez notre corps. Le meilleur test d'effort, c'est la vie quotidienne. Si vous pouvez monter 2 étages d'escalier ou marcher d'un bon pas sans douleur dans la poitrine, vous passez déjà votre test d'effort tous les jours. Il est crucial d'apprendre à reconnaître les vrais signaux d'alarme. Douleur thoracique à l'effort, essoufflement disproportionné, vertige. Si l'un de ces signes apparaît, alors consultez. Là, oui, un examen est justifié. Maintenant, si on veut évaluer le risque futur, il existe un outil beaucoup plus moderne et sûr. Le score calcique coronaire. C'est un scanner simple, à faible rayonnement, sans piqûre, qui dure 5 minutes. Il mesure la quantité de calcium, cholestérol durci, dans les parois des artères. Le résultat est un chiffre. 0. Risque très faible d'infarctus dans les années à venir. Un chiffre élevé nous dit qu'il faut se prendre au sérieux pour la prévention. Le score calcique nous dit quel est notre risque, pas si une artère est bouchée. C'est un outil pour guider la prévention, pas pour déclencher des procédures invasives. Mon conseil, ne vous laissez pas mettre sur un tapis roulant au cas où. Faites confiance à votre corps et, si vous voulez affiner l'évaluation du risque, demandez le score calcique. On arrive au 4e examen et celui-ci est probablement le plus polémique, car la coloscopie est un outil fantastique. Mais son utilité dépend de l'âge. L'examen que je ne fais plus, c'est la coloscopie de routine après 75-80 ans. Si mes coloscopies précédentes étaient normales et que je n'ai pas de risque particulier. Que les choses soient claires, je ne suis pas contre la coloscopie. Je la recommande sans hésiter à partir de 45-50 ans. Elle prévient le cancer colorectal en permettant d'enlever des polypes avant qu'ils ne deviennent malins. Le problème apparaît quand on applique cette logique à des personnes très âgées. En médecine, il faut toujours peser bénéfice contre risque. Et chez un octogénaire, la balance penche vers le risque. Je vous raconte le cas d'Elena, 79 ans. Sa dernière coloscopie à 70 ans était normale. L'ordinateur du médecin lui a rappelé qu'il était temps d'en refaire une. Elena n'avait aucun symptôme, mais elle était obéissante. La préparation à l'examen a été une torture. Des litres de laxatifs qui l'ont laissée aux toilettes toute la nuit, faible et déshydratée. Pour quelqu'un de son âge, c'est déjà un risque. Ensuite, il y a la sédation, qui chez les personnes âgées comporte plus de risques de confusion ou de problèmes respiratoires. Mais le risque qui nous empêche de dormir, nous médecins, c'est la perforation intestinale. Avec l'âge, la paroi du côlon devient plus fine. Le risque de déchirure avec l'endoscope.
même faible, 1 à 2 pour 1000, double ou triple après 75 ans. Et une perforation est une urgence qui nécessite une chirurgie lourde, souvent avec une colostomie, une poche. Pour une personne de 80 ans, une telle opération peut signifier la fin de son indépendance. Quel est le bénéfice? Prévenir un cancer qui, s'il apparaissait, mettrait 5 à 10 ans avant de causer des problèmes. Les principales recommandations médicales conseillent déjà d'arrêter le dépistage systématique entre 75 et 85 ans. La logique est simple. Il est plus probable que la coloscopie vous fasse du mal que de vous sauver d'un cancer futur si votre espérance de vie est inférieure à 10 ans. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout le monde. Antécédents familiaux, polypes antérieurs, etc. La décision est différente, mais pour la personne moyenne, continuer à en faire systématiquement est un risque inutile. Alors, que fait-on? On oublie le côlon? Pas du tout. On passe du dépistage invasif à une surveillance intelligente. D'abord, surveillance des symptômes. C'est vital. Il faut consulter immédiatement en cas de changement persistant du transit, de sang dans les selles, de douleurs abdominales, de perte de poids inexpliquée ou d'une anémie nouvelle. Dans ces cas-là, l'âge importe peu. La coloscopie est justifiée. Ensuite, et c'est le plus puissant, prévention active par l'alimentation. Le secret d'un côlon sain, c'est la fibre. Fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes. La fibre nourrit nos bonnes bactéries qui produisent des substances anti-inflammatoires et anticancéreuses. Manger plus de lentilles, de brocolis, d'avoine ou de pommes est une intervention bien plus sûre et qui fait du bien à tout le corps. Mon message, faites les coloscopies au bon moment et de la bonne manière. Jusqu'à 75 ans, c'est vital. Après, pour la majorité, il est temps de se concentrer sur la surveillance des symptômes et sur la puissance de ce qu'on met dans l'assiette. Et on arrive au 5e et dernier examen. Celui-ci concerne les hommes et c'est l'un des sujets les plus débattus. Le dosage sanguin du PSA, antigène prostatique spécifique, pour détecter le cancer de la prostate, surtout après 75 ans. Le PSA a été vendu comme la grande promesse pour détecter le cancer de la prostate à temps. Le problème, c'est que la biologie de ce cancer, surtout chez les hommes plus âgés, est très capricieuse et l'utilisation indiscriminée du PSA a créé une épidémie de surdiagnostic et de surtraitement. Je vous explique avec l'histoire de Carlos. 80 ans, veuf, indépendant et actif. Lors de son bilan annuel, on lui a demandé un PSA de routine. Il était à 6,5, un peu élevé. Carlos se sentait parfaitement bien, mais ce chiffre a déclenché la cascade. Du médecin généraliste à l'urologue, puis de l'urologue à la biopsie de prostate. Une biopsie de prostate est désagréable et comporte des risques, surtout d'infections graves, septicémie. Carlos a eu la malchance d'attraper une septicémie. Il a été hospitalisé. Il s'en est sorti, mais ensuite est arrivé le résultat de la biopsie. Adénocarcinome de prostate, score de Gleason 6. On lui avait trouvé un cancer. Mais quel type de cancer? Un Gleason 6 est le type de cancer de la prostate le plus paresseux qui existe. Il est si lent que beaucoup se demandent s'il mérite vraiment le nom de cancer. La probabilité qu'un homme de 80 ans meure d'un Gleason 6 est quasiment nulle. Il mourra avec, mais pas de lui. En fait, les autopsies montrent que jusqu'à 80% des hommes de 80 ans ont des foyers de cancer de la prostate sans que cela ne les affecte le moins du monde. Mais à Carlos, on a dit qu'il avait un cancer. Et face à ce mot, les gens veulent qu'on l'enlève. Malgré qu'on lui ait proposé la surveillance active, surveiller sans traiter, l'angoisse l'a emporté et il a choisi la radiothérapie. Le traitement a été un succès technique, mais le prix a été énorme.
incontinence urinaire permanente et dysfonction érectile. Sa vie sociale s'est effondrée. On a soigné un cancer qui ne l'aurait jamais tué, mais on a détruit sa qualité de vie dans le processus. C'est l'exemple parfait du surdiagnostic, trouver un cancer qui n'aurait jamais posé problème, et du surtraitement, thérapies agressives pour une maladie inoffensive. Et le PSA est le moteur de tout cela. Le PSA peut monter pour 1000 raisons, inflammation, infection, ou même faire du vélo. Pour chaque homme qui est sauvé grâce au PSA, on estime que 50 autres sont diagnostiqués et traités inutilement, avec des séquelles permanentes. Alors que fait-on? On jette le PSA à la poubelle? Non. On fait quelque chose de beaucoup plus intelligent. On remplace le dosage automatique par une décision partagée et informée. Le médecin doit avoir une conversation honnête avec son patient, lui expliquer les avantages et les inconvénients avec des chiffres clairs. Et ensuite, le patient décide ce qui compte le plus pour lui, la possibilité lointaine de prolonger un peu la vie contre le risque très réel de ruiner sa qualité de vie. Pour ceux qui sont diagnostiqués avec un cancer à faible risque, l'alternative au traitement est la surveillance active. Ce n'est pas ne rien faire. C'est un suivi strict pour s'assurer que la tumeur ne devient pas agressive. Et bien sûr, se concentrer sur les vrais symptômes. Difficulté à uriner, sang, douleur osseuse. Ça, oui, ça mérite une exploration à tout âge. Et voilà. Les 5 examens que, sur la base de mon expérience, je ne me ferai jamais après 70 ans. Le scanner corporel complet, une usine à anxiété, l'IRM cérébral pour oubli léger, qui vous étiquette anormal sans raison. L'épreuve d'effort de routine, plus de risques que de bénéfices. La coloscopie de dépistage après 75 ans, où la balance penche vers le danger. Le PSA systématique chez les hommes âgés. Le roi du surdiagnostic. Vous voyez le fil conducteur? C'est un appel à une médecine plus sage, plus personnalisée, plus humaine. Une médecine qui comprend que, surtout au 3e âge, l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec qualité, indépendance et joie. La vraie prévention, ce n'est pas une batterie de tests à la recherche de fantômes. C'est une alliance avec votre médecin, une évaluation centrée sur votre fonction et un engagement quotidien pour un mode de vie sain. Mon but n'est pas que vous ayez peur de la médecine. Au contraire, c'est que vous deveniez les acteurs de votre santé, que vous posiez des questions, que vous compreniez le pourquoi de chaque examen, que vous osiez dire « Docteur, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça à mon âge et dans ma situation ?» La santé, ce n'est pas un compte-rendu sans anomalie. La santé, c'est pouvoir jouer avec ses petits-enfants, profiter d'une promenade, garder l'esprit vif et l'âme vivante. Et parfois, la décision la plus courageuse et la plus saine qu'on puisse prendre, c'est de dire non à un examen inutile. Si ce message vous a semblé utile, s'il peut aider quelqu'un que vous aimez, je vous demande de partager cette vidéo. Et pour ne pas rater d'autres conseils basés sur l'expérience pour une vie longue et épanouie, abonnez-vous à ma chaîne et activez la clochette. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire. Vous êtes-vous déjà senti poussé à faire un examen dont vous n'étiez pas convaincu? Je lirai tous ceux que je pourrai.